Oui, on connaît les making-of. Alors, le making-of, c'est les films qui sont tournés pendant la réalisation d'un film. D'ailleurs, certains peuvent être des films à part entière. Moi, je pense particulièrement au film Au cœur des ténèbres sur le tournage d'Apocalypse Now, qui est un vrai film de cinéma. Un making-of, c'est quand même pas banal. Là, d'en réaliser, on réalise un making-of d'un film qui a été déjà tourné, mais pour lequel on n'avait pas ces images. C'est un défi auquel s'est confronté le réalisateur américain Richard Linklater, et il a choisi pas n'importe quel film, puisque c'est À bout de souffle. Alors, À bout de souffle, c'est le premier long métrage de Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, des cahiers du cinéma, et bien sûr qu'il avait... il avait fait, lui, déjà des courts-métrages, alors que tous ses copains, si on peut les appeler ainsi, avaient déjà fait des films. À cette époque-là, d'ailleurs on le voit dans le film, une reconstitution de François Truffaut qui présente son film Les 400 coups au festival de Cannes, où il obtient le Grand Prix. Et on voit aussi, il y a de leur côté, il y a Chabrol, qui lui avait déjà fait un film comme Le Beau Serge. Comment se caractérisait la nouvelle vague ? Alors, c'était un peu pour changer, pour être en opposition avec le cinéma bien installé de cette époque-là, qui était réalisé par des vieux barons, du Vivier, des machins comme ça, qui faisaient des films depuis un certain temps. Et là, bien, d'un seul coup, on a des jeunes qui, au début, sont des cinéphiles, des passionnés de cinéma, et des critiques, et souvent acerbes, qui décident de dire, nous, on va faire petit budget, avec des acteurs peu connus, c'est l'émergence de Brialy, Gérard Blin, Bernadette Lafont, et dans du décor naturel. Alors, tous ces principes, on les retrouve dans les choix que Godard va imposer à un producteur. Je pense que s'il avait eu un peu plus de cheveux, il se les aurait complètement arrachés. Tellement la façon de tourner de Godard était assez inhabituelle pour l'époque. C'est Georges de Beauregard. Oui. Alors, il va choisir Raoul Coutard pour la photo. Et là, à l'opposé d'un Truffaut qui choisit un noir et blanc, mais un superbe scope pour les 400 coups, lui, il va choisir d'aller au plus près d'un peu des films d'actualité et de rester dans le format carré, le format du 1,37. Le film a été tourné en 35, il n'a pas été tourné en 16 mm, c'est ce qui pouvait aussi se faire à l'époque quand on n'avait pas trop les moyens. Donc là, du 1,37, 35 mm et noir et blanc. Alors, pendant presque 2 heures, on va suivre les différentes péripéties du tournage qui apparemment fut quand même assez homérique. Alors, on va tous les retrouver. Belmondo, l'actrice américaine qui sort, elle, d'un film d'Otto Preminger. C'est la quasi-androgyne Jane Seberg, où elle venait de tourner Bonjour Tristesse, tiré du roman d'une certaine Françoise Sagan. Alors, autant Belmondo, lui, ne veut pas être gêné de la façon qu'a Godard de tourner, parce qu'il avait déjà fait des courts-métrages. Il y a un court-métrage qui était assez intéressant, puisque Godard ne filmait pas en son direct, il post-synchronisait, et à ce moment-là, pour la post-synchro, Belmondo n'était pas disponible, je crois qu'il était à l'armée ou un truc comme ça, donc ce n'était pas la voix de Belmondo qu'on entendait dans le court-métrage de Mais ils sont montrés comme potes, amis finalement, oui, Belmondo et Godard. Mais bon, Belmondo, avec la gouaille que l'on connaît, là, il s'en fiche un petit peu de tout ça. Alors que la Jane Seberg, elle est quand même, on sent qu'elle est quand même habituée à la rigueur des réalisateurs américains. Rigueur, on peut même dire lourdeur des réalisateurs américains. Elle est un peu gênée. Alors, vous allez me dire, est-ce que je peux aller voir Nouvelle Vague, même si j'ai pas vu l'original À bout de souffle? Alors, je vais avoir un peu une réponse à la normande, oui et non. Moi, je pense bien sûr qu'on peut, mais c'est quand même mieux de connaître, en tout cas, au moins le contexte du film. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est que pour moi, en tout cas, tous les acteurs sont quasiment des inconnus. Celui qui joue, parce qu'on a quand même essayé de trouver une ressemblance
plus ou moins bonne avec les personnages qui sont censés interpréter. Alors, pour Godard, ce qui est le mieux réussi, c'est il arrive à retrouver ce phrasé que je ne pourrais pas refaire. Les fameuses lunettes. Oui, avec ses lunettes. Jane Seberg, c'est assez troublant. C'est assez troublant, cette ressemblance qu'il y a, et il me semble pas qu'il y ait eu, en tout cas si ça a été fait, ça se voit pas, de traficage numérique. En tout cas, tout ça me semble très bien. Je suis un peu moins convaincu par Belmondo, mais j'ai bien aimé sa gouaille, sa façon de bouger, qui devait certainement ressembler au vrai Belmondo de l'époque. Alors, si je dois conclure, moi je veux dire qu'il y a une mise en scène qui est assez élégante, une photographie soignée, et puis aussi cette reconstitution minutieuse du Paris de la fin des années 50, puisque on est dans les années 58, 59, 60 pour ces tournages. Alors, bon, peut-être aussi c'est idéalisé, on a vraiment l'impression que ces années-là étaient gaies, vivantes, fraternelles, voire jubilatoires, exagérées peut-être. Et puis on a l'impression aussi que la cinéphilie c'était un bien commun, voilà, que tout le monde était cinéphile. Peut-être un manque d'audace quant au traitement de Godard. On l'égratigne un petit peu, mais on reste quand même assez gentil avec lui. On est quand même dans une admiration qu'on pourrait qualifier sans borne. Et il parle presque par citation. Oui, mais bon, c'est une sorte de bonbon que j'ai bien aimé. Ça reste un hommage quand même passionné à cet esprit de liberté et d'inventivité. Et ça, c'est vrai, que fut le cinéma, en tout cas du début de la nouvelle vague. Voilà ce que je pouvais en dire. Moi, j'ai pris un immense plaisir à ce film que j'ai trouvé jubilatoire. Et en y allant pourtant avec plusieurs appréhensions. D'abord, imagine un réalisateur américain qui vient sur nos plates-bandes cinématographiques patrimoniales. Qu'est-ce que ça pouvait donner ? Encore heureux qu'il ne l'ait pas tourné en anglais et titré New Wave. Je redoutais aussi un exercice de déférence, de fan, transi du réalisateur d'À bout de souffle. Et puis, j'étais échaudé par une tentative de portrait fictionnel de Godard. On y en a une il n'y a pas si longtemps, sur la période Anna Karina, celle de Michel Hazanavicius. Ça s'appelait Le Redoutable, ridicule et vacharde, que j'avais détesté. Alors tout ça a été balayé à la vision de Nouvelle Vague, ultra documenté, passionnant, drôle, et comme tu l'as dit, à la reconstitution incroyable, d'abord du Paris de l'époque, et ensuite des phases de l'élaboration d'À bout de souffle. Moi, j'ai regretté de ne pas l'avoir revu avant. Je crois que le plaisir aurait été doublé. Toutes ces scènes de tournage, c'était vraiment rigolo. Et puis, une galerie d'interprètes inconnus, ouais, c'est vrai, ça m'a bluffé. Le faux Godard, le faux Belmondo, et la fausse Jane Seberg, qui est une vraie perle. On l'a déjà vue, celle-ci. Elle s'appelle Zoe Dutch. La seule qui m'était un peu connue, elle est présente par exemple dans le casting du récent Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Elle n'a pas un rôle principal, mais on voit là-dedans. Drôle d'impression de flottement, tellement l'image et les personnages semblent collés pour de vrai au sujet. Mais sans l'effet désagréable de mimétisme forcené, par exemple, qu'on a vu dans le biopic d'Aznavour. Et puis, mise en lumière bienvenue de genres de cinéma de cette période novatrice, moins célèbre, mais très important, comme ce fameux producteur Georges de Bourgard, sans qui la Nouvelle Vague aurait peut-être pas existé. Et le chef opérateur Raoul Coutard. Allez Raoul, vas-y. C'est pétillant, truffé de personnages de la vie artistique de l'époque. Je ne vais pas en faire la liste. Melville, incroyable. Et des citations aussi réelles ou imaginées, on ne sait pas forcément. Que du bonheur, comme dit l'autre. Je veux dire un mot sur le francophile réalisateur, scénariste et producteur texan, il y a du Texas, Richard Linklater, dont j'ai vu pas mal de films. Alors c'est un adepte d'un travail souvent expérimental, ou du moins novateur, qui se situe un peu à la marge de l'industrie cinématographique des États-Unis, mais reconnu dans la galaxie indépendante américaine. Il a mon âge, c'est-à-dire qu'il est plutôt jeune, révélé par sa trilogie Before, Sunrise, Sunset, Midnight, sorti entre 1995 et 2013 avec Ethan Hawke et Julie Delpy. Il accède à la renommée du moins critique avec Boyhood. C'est le portrait d'un garçon de l'enfance à l'âge adulte, filmé sur une période de 12 ans avec le même acteur qui grandit. Récompense à l'appel, Oscar, Golden Globe, BAFTA, César, Ours, prix précis, n'en jetez plus.
Pour avoir une idée de son éclectisme, on lui a entre autres une comédie musicale populaire, s'appelle Rock Academy, un documentaire sur la malbouffe américaine, Fast Food Nation, et un étrange film d'animation de science-fiction qui s'appelle Scanner Darkly. Et il élabore en ce moment un autre projet au long cours, puisque le tournage est censé durer 20 ans. Voilà, donc un original, talentueux, et il le confirme avec son Nouvelle Vague. Moi, je dirais malheureusement sans doute un peu réservé à un public cinéphile versé vers l'histoire du cinéma, faut bien le dire quand même. À noter, ce titre Nouvelle Vague, ça me disait quelque chose, c'est également celui d'un long métrage de Godard en 90 avec Delon, que j'avais trouvé mauvais et incompréhensible, comme beaucoup de sa filmographie d'ailleurs.